Bon, fait que comment ça va les gars? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Vous autres, messieurs? Ah, ça va très bien, ça va très bien. On commence à s'habituer à faire des podcasts. On commence à en faire pas mal à tous les jours, moi puis Vincent. Puis commence à être la fun, là. On commence à se plus craqué dégourdir. que nous autres. Ouais, puis là, on Mais je l'a vis fait- dans l'ombre de la censure de M. Popcorn. dans l'ombre de la censure. Ouais, je te menace tout le temps de te censurer. Disons que tu parles pas mal de choses à censurer aussi. Mais... Puis, non, on commence à jaser avec pas mal de monde, c'est assez intéressant. Ben, je te comprends, Vincent, et moi, Mike, il me traite souvent de niaiseux. Avec raison. Hein. Je suis pas un gars qui fait des accusations sans fondement. Ça a tout du fondement, ça que tu dis. C'est... Là, ce qui est très drôle, c'est que là, présentement, les jeunes nous entendent, mais moi, je vous vois, puis moi, je vois la face Andrew présentement, sa face qui... il a pas l'air d'approuver ce que je dis. Ouais. Tu le sais, tu vois ma face à tous les mercredis, Mike. Ouais. Et à chaque mercredi, tu ne m'approuves pas. Ben, Mais vous à autres, cause que moi, je sais que si je serais pas là, l'émission ne marcherait pas. Fait que... Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi et puis la table de son, c'est une relation à double tranchant, Mike. Ah oui, tout à fait, tout à fait. ben, vous autres, vous faites ça à tous les Puis là, mercredis, vous autres, c'est ça? oui. Ouais, tous les mercredis, on est diffusé sur les FM dans la région de Québec au CJFM 96.9 Lévis. Et on a notre site internet aussi où on met les podcasts. Finalement, toutes nos émissions qu'on enregistre, ben, on les met directement sur le site. Ok. Ouais, puis depuis 2 semaines, ben, on a la section blog qui a été lancée, mais on n'a juste pas de blogueur encore. Là. La fonction est là, mais... Vous l'avez Ah, lancé c'est cool, dans le vide. j'ai pas remarqué, c'est le fun ça. Ben, si on Ben, en fait, c'est parce que c'est... Ben, en fait, on a un texte qui est sorti. C'est surtout qu'on a mis en place l'infrastructure blog parce que, ben, bon, on aimerait ça. Moi, j'ai pas le temps, puis Andrew non plus n'a pas le temps d'écrire tant que ça. C'est que, en fait, c'est lancé aux gens qui sont intéressés s'ils veulent écrire, s'ils veulent avoir une plateforme pour écrire sur les différents sujets, comme, tu sais, à puissance maximale, on parle principalement de jeux, donc jeux de société, jeux vidéo, jeux de cartes, whatever, jeux de rôle, mais c'est tous les univers geeks aussi. Donc les gens qui sont intéressés, ben on leur offre cette plateforme-là pour le faire. C'est pas qu'on cherche particulièrement une équipe stédée de blogueurs, c'est juste qu'on a cette possibilité-là. Ça fait que maintenant, pour les gens qui sont intéressés à écrire, ben ils ont cette plateforme-là. Nous, avec l'émission, puis évidemment, toutes les vies qu'on a autour, la job et tout, ben, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ben, on a maintenant cette plateforme-là sur le site. Cool. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir, tu sais, c'est sûr, je vous écoute, puis c'est vraiment intéressant votre show, mais j'aimerais ça savoir un peu plus sur d'où vous venez, parce que j'étais sur Facebook, Michael, puis je vois passer aussi comme des brins de poésie, un peu comme un genre de blog que tu keep updated tout le monde sur Facebook, puis j'apprécie beaucoup ça, puis je me demande c'est un peu quoi tes bases, d'où c'est que tu sors? Ben, en gros, c'est vrai que c'est rare. Ben, à l'émission, j'en ai rarement parlé. En fait, moi, je suis originaire de Saint-Pacôme, dans le comté de Kamouraska 3. Et moi, j'ai étudié là-bas, j'ai étudié au collège privé qui est à la Pocatière, juste à côté. Et j'ai déjà, à l'époque, moi, je faisais du théâtre pas mal dans le parascolaire. Et je suis entré au cégep, à la Pocatière, toujours en littérature. J'ai droppé. Finalement, je suis revenu j'ai comme laissé 1 an le cégep. Puis quand je suis revenu, je me suis inscrit en théâtre parce qu'il y a un programme de théâtre qui s'est ouvert à la Pocatière. J'ai fait mon deck en théâtre justement au cégep. Puis après ça, je me suis emmené à Québec. Ça va faire 10 ans cette année. À l'automne prochain, ça va faire 10 ans que je suis à Québec. Et je suis entré en études littéraires à l'Université Laval. Ça fait que Okay. mon background, c'est pas mal ça. Puis bizarrement, je travaille pas dans ce domaine-là pantoute. Je suis adjoint dans une compagnie de nettoyage après sinistre. Je fais de la gestion, de la coordination puis de la gestion avec des équipes de travail puis mon chargé de projet. Parce que j'aime ça faire ça, Je d'ailleurs. m'attendais tellement Mais, pas à ça, pour de vrai, là. Je suis comme... Non, Pour de vrai.
Je m'attendais juste pas à ça, là. Ben, c'est vraiment différent, mais en fait, moi, ce que je fais, en fait, ce que j'aime faire dans la vie, entre autres, justement la littérature, les arts et tout, et le côté geek, ben, je vis ça en dehors de de ma vie professionnelle. Ce qui fait que l'émission, c'est arrivé avec Andrew, c'est qu'en 2010, moi et Andrew faisait partie de l'organisation d'un festival qui s'appelait Capekimono à Québec. Ça a duré 2 ans. En fait, après ça, ça a comme muté vers Geekfest Québec. Mais Capekimono, c'est un festival sur l'animé japonais qu'on avait lancé. Et à un moment donné, on s'est présenté à Sequoia à Québec à puissance maximale pour faire la promo de cet événement-là. Andrew connaissait en fait l'animateur de l'époque, qui est Vincent, qui était le prof d'espagnol d'Andrew au secondaire. Effectivement. Ok, fait qu'Andrew, tu peux toujours nous dire une petite phrase en espagnol, puis t'es-tu encore en espagnol ou Non, moi je me suis rappelé de la phrase essentielle. Una cerveza, por favor. Ah oui, ça c'est la phrase magique. Ouais. Tout à fait. Mais non, c'est ça, c'est qu'Andrew connaissait Vincent, et là Vincent demandait à Andrew s'il voulait devenir collaborateur à l'émission pour une chronique d'animé japonais, culture japonaise un peu. Andrew a embarqué, puis la année plus tard, c'est moi qui est embarqué. Puis en 2011, Sequoia est tombé comme en pause pendant une couple de mois parce qu'il y avait des problèmes financiers. Et ils sont revenus en ondes au mois de novembre, si je me rappelle bien, 2011. Puis là, à ce moment-là, les anciens de l'émission avaient comme... Il y en a qui avaient eu un bébé. Je vais recommencer au début de l'idée, c'est qu'au mois de novembre 2011, on était de retour en ondes à Sequoia après la pause de 6 mois pendant l'été. Et là, tout le monde était de retour, les anciens, tout ça, nous autres. Là, eux autres, ils se disaient, il y en a un qui a justement un bébé pendant l'été, un autre qui avait une nouvelle job. Fait que là, ils se demandaient s'ils allaient garder l'émission. Puis là, moi et Andrew, on était là. On a fait, on va s'en occuper nous autres de l'émission si vous êtes intéressés. Fait que depuis 2011, novembre 2011, moi et Andrew, on est coproducteurs de Puissance Maximale. On était à Sequoia jusqu'en septembre 2013. À ce moment, en septembre 2013, on a changé de station de radio. On s'est en allé à celle où on est présentement, à CJMD FM à Lévis. En gros, l'histoire de Puissance Maximale, c'est pas mal ça. Ça fait 7 ans que ça existe. Puissance Maximale, c'est en ondes à Sequoia jusqu'en septembre 2013 et maintenant à CJMD. Donc, c'est la petite histoire de Puissance Maximale. Est-ce que t'as la plume facile? Est-ce que tu écris? C'est juste un passe-temps? Est-ce que tu écris ou... Moi, c'est ça, pour l'émission, c'est ça. Moi, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, moi, j'ai fait littérature et tout. Comme tu mentionnais, on est amis Facebook, fait que tu vois tout ce que j'ai écrit. Je m'en sers beaucoup de Facebook, en fait, comme un outil, autant pour promouvoir l'émission, parce que, tu sais, moi, c'est ma façon de communiquer avec pas mal tous mes amis. Il y en a bien que j'ai pas l'occasion de voir assez souvent, donc je m'en sers beaucoup pour ça. Et depuis 3 ans, en fait, quand j'étais en théâtre de la Bacatière, j'écrivais beaucoup, mais j'ai encore tous les cahiers d'ailleurs chez nous, mais j'avais jamais montré ça à personne. Puis, il y a 3 ans, j'ai recommencé à écrire, puis j'ai décidé de mettre ça sur un blog, parce que je pense que la raison pourquoi j'ai arrêté d'écrire pendant à peu près 7 ans, c'est que je voyais pas la raison d'écrire parce que je me trouvais pas très bon. Puis il y a personne qui lisait parce que j'osais pas justement les faire lire parce que je me trouvais trop poche. Puis il y a 3 ans, j'ai décidé de monter un blog finalement de création littéraire où j'écris différents trucs, ce qui me passe par la tête. Quelques textes de fiction, mais pas ben. J'ai la plume facile, je me trouve pas tout le temps bon. Mais maintenant, quand j'écris un texte, je le fignole, puis quand il est terminé, je le publie. Même si je le trouve pas bon, puis après ça, je vois les commentaires. Mais ça, c'est mon coup. Ça n'a pas toujours besoin d'être un chef-d'œuvre non plus. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est ce qui a fait pourquoi j'ai arrêté d'écrire pendant si longtemps. C'est que moi, mon problème quand j'étais plus jeune, c'est que moi, il fallait que ça soit parfait du premier coup. Puis, il fallait que ça soit ultra bon du premier coup. Puis là, en vieillissant, on apprend que, tu sais, on peut pas être un génie. En tout cas, pas à tous les textes qu'on écrit.
Puis, bon, c'est pas que je dis que je suis un génie, là, loin de là. Mais, c'est apprendre finalement à... Non, c'est ça que tu dis. C'est correct. Mais on peut... En fait, c'est apprendre... La tête, il enfle dans l'écran, mais ça va, là. Mais c'est apprendre finalement à assumer ce qu'on crée, finalement. Puis maintenant, j'ai des super bons commentaires. Là. Récemment, j'ai comme un blitz, là. Puis j'ai des super bons commentaires sur ce que j'écris. Je vais approcher du 10 000 vues dans pas long. Nice. Un blog de création littéraire, là, c'est juste mes amis qui le voient. Je suis vraiment content, en fait. Ouais. Mais cool, c'est vraiment juste mes amis. Je fais aucune diffusion ailleurs. Mais ça dérange, moi, c'est ouvert à tous. Ceux qui partagent le lien peuvent le faire. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais non, c'est ça. C'est mon côté peu création là, qui me reste là. Depuis que j'ai arrêté de faire du théâtre, là, ben, je me suis lancé plus là-dedans. Ouais. C'est fou comme à notre génération, on dirait qu'on a un mur il faut comme casser le mur du syndrome de Jésus ou du syndrome du génie, là, dans le sens que toute notre jeunesse, on est peut-être créatif, on a envie de faire des trucs, on est ambitieux, puis là, on arrive à 23-24 ans, puis on regarde ce qu'on fait, puis on est comme, ouais, je serai jamais le jeune génie. Non, c'est ça. Prodige, là, que tout le monde va parler d'eux, fait que j'arrête tout ça. On dirait qu'on va tout à travers ça un peu, genre. Je trouve ça beau, au moins, je trouve ça beau de savoir que on n'est pas tout seul dans notre coin à se dire ça. Non, c'est ça. Puis ça, en même temps, ce que je trouve un peu dommage avec avec ce qui se véhicule dans la société à propos de la création, c'est que ça sert à rien. Si c'est pas rentable, économiquement rentable, c'est qu'on se forcera pas justement à faire la promotion de. Je me lancerai pas dans les critiques des politiques gouvernementales au Canada puis au Québec, mais je trouve ça dommage que il y a tant de monde qui sont créatifs, mais qui se lanceront jamais, autant par peur, par crainte, par ils veulent pas montrer. Puis c'est la création, le monde dit mais moi quand j'écris, c'est toujours personnel, Ouais. Peu importe ce que tu dis, c'est tout le temps une partie de toi. Ça fait que il y a des gens qui ont peur de ça. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est tellement pas valorisé dans notre société que selon moi, on passe à côté de bien des affaires présentement. À côté de bien des beaux textes, des belles chansons, des belles voix, malgré tous les émissions de télé-réalité de ce monde, là, on manque bien des affaires. Mais ça, moi, tu sais, j'ai comme une critique là-dessus que oui, on manque bien des affaires. Puis Andrew, j'aimerais ça entendre ton commentaire là-dessus. Parce que on écoute pas mal de merde aussi. On écoute pas mal de choses inutiles. Il y a pas mal de choses qu'on devrait pas écouter. Puis qu'on écoute quand même. Tu sais, mettons, je fais une allusion à la télévision, puis de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. C'est tellement une des pires séries télé des dernières années, mais tout le monde l'écoute parce que c'est dit Marvel. Pis c'est pas parce que c'est bon, parce que c'est vraiment mauvais. Puis on passe trop de temps à écouter des mauvaises choses, puis pas assez de temps à écouter des bonnes choses qu'on aime vraiment. Puis à cause qu'on consomme, tu sais, des grosses affaires, qu'on nous dit que c'est bon, mais qu'on trouve pas bon, on prend pas le temps de vraiment découvrir genre des beaux textes, des beaux livres, des choses qu'on pourrait vraiment aimer. Comme une série télé que tu pourrais vraiment aimer, mais que t'écoutes Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. à la place, tu sais. Ouais, ben la télé-réalité, ça fait ça un peu, là. Ça vient remplacer souvent des actes locaux. Mais tu sais, l'argumentaire de ben des gens, tu sais, au niveau de du populaire, puis tu sais, moi j'écoute la TV, ça me donne pas de réfléchir, je veux relaxer. Mais tu sais, moi je comprends pas que les gens soient pas capables de faire, tu sais, de pouvoir, tu sais, s'éduquer ou tu sais, s'instruire, s'informer tout en relaxant, tu sais. Ouais. Moi, je veux dire, j'écoute des super bons films qui sont pas nécessairement des blockbusters, des films d'auteur, puis c'est super bon, puis je relaxe pendant ce temps-là. C'est pas parce que je réfléchis que je suis pas capable de relaxer. Je comprends pas comment les gens font pour penser ça. Ben, c'est vraiment un genre d'étrange paresse intellectuelle que de dire ouais, moi, Transformers, tu sais, je ferme mon cerveau, puis j'écoute, puis je fais juste regarder les images, mais j'ai l'impression que tu peux vivre ça avec bien des affaires, justement. C'est pas obligé d'être... Tu n'es pas obligé d'être Transformers pour fermer ton cerveau et regarder les images. Là. Non, c'est sûr, c'est sûr. En plus, il y a plein de documentaires qui sont vraiment intéressants, super beaux à regarder, que tu peux juste regarder les images si c'est ça que tu veux faire, puis avoir du plaisir. Là. Le PSG est tellement... Non, je veux juste qu'on s'assure de comprendre aussi que Transformers, il faut que tu fermes ton cerveau. C'est même conseillé de fermer tes yeux.
juste autre chose que Transformers, là, mais bon. Ah ouais, ben c'est fortement recommandé. Même Michael Bay écoute pas ces films. Ça, c'est pas... Ben, j'espère, parce que... Je suis pas fier. Non, mais le pire c'est que quand, justement, le cas de Michael Bay, ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, de base, moi, mes critères me font dire que moi, j'aime pas ça. Il y a une affaire que j'ai appris dans les dernières années quand je parle de cinéma et de culture en général, c'est que, tu sais, je me restreins de dire maintenant que c'est de la merde. Parce que, tu sais, l'art et la culture, aussi populaires soient-elles, touchent des sensibilités de certaines personnes. Fait que c'est pas dans le sens que je veux pas... C'est de l'opinion, toujours. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas que je veux pas heurter personne. Tu sais, moi, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu penses des films de Michael Bay? Souvent, ce que je vais répondre, c'est, au niveau adaptation, c'est très mauvais. Au niveau scénaristique, c'est abyssal. Mais ça fait la job que les producteurs veulent. Blockbuster, Bing Bang, ça fait de l'argent. Je veux dire, il est bon dans ce qu'il fait. Mais est-ce que le domaine dans lequel il est m'intéresse? Pas du tout. Non. Mais en même temps, tu sais, moi, c'est ça. Moi, j'ai pris la décision récemment, là, ça fait plusieurs fois que j'en parle sur différents shows, parce qu'on parle à différentes personnes, fait que je vais vous le dire en même temps. Vas-y. C'est d'arrêter de consommer, justement, des choses que je trouve mauvaises. Fait que, tu sais, Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtle, toutes ces affaires-là, je vais y laisser sa chance, toujours. Mais j'y laisse une demi-heure. Si après une demi-heure, le film est pas aussi captivant puis aussi intéressant que je sens qu'il devrait l'être, j'arrête de l'écouter. Ouais. Il vaut pas que je continue de l'écouter. Même affaire que les jeux vidéo, je vais y laisser, mettons, 2 heures de jeu. Si le jeu, après 2 heures, je suis encore pogné dans un tutoriel puis que je suis encore en train de pas comprendre ce que je fais puis que j'ai pas eu beaucoup de plaisir à jouer ces 2 premières heures-là, je continue pas le jeu. Puis je le retourne au magasin, puis c'est fini. Ça me rappelle le niveau. Puis tu sais, le niveau 26 de Destiny, genre. Ils disent, le jeu, jusqu'à niveau 26, mais après, par exemple, que t'aies grindé, genre, 57 heures dans Destiny, là, ça change. Ben ouais. Je pense que c'est niveau 20, plus, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais... Puis tu sais, mettons les séries télé, j'y laisse 3 épisodes. Si après 3 épisodes, je suis pas comme wow, faut vraiment que j'écoute le restant de la série, mais je l'écoute plus. Puis il y a plus de chance, c'est fini. Là. Puis je vais passer à d'autres choses, je vais laisser la chance à d'autres choses. Puis tu sais, justement, on parlait de Transformers, est-ce que malheureusement, c'est ça qui arrive, qu'on écoute le film parce que c'est populaire, puis on nous le met d'en face, puis aller voir Transformers, celui-là va être bon. Puis là, on y va, puis on est rendu, on va écouter la fin du film tant qu'à faire, tu sais. C'est ça qui arrive. À l'émission, on en parle souvent, c'est que, et c'est un principe qui me tient à cœur beaucoup, c'est de dire que acheter, c'est voter. Ouais. Totalement. Si tu trouves que Sony, ils sont pas bons avec le console, puis que leur service à la clientèle est à chier, puis qu'ils ont des mauvaises infrastructures en ligne, puis qu'ils ont tout le temps des problèmes, arrête d'acheter le console, arrête d'acheter le produit. Même affaire pour Ubisoft avec leur série Assassin's Creed. Moi, je suis pas... c'est bon de merde. Ben, c'est ça. Moi, on est très critique à l'émission là-dessus. C'est fini, je l'achète plus, là. C'est même plus, je vais laisser sa chance, c'est terminé. Les derniers qu'on a testé, Unity, c'est horrible, c'est fini. Moi, ce que je trouve drôle, c'est quand on fait notre critique, puis il y a du monde qui nous écoute, et qui vient de dire, vous avez pas le droit de bâcher mon jeu. En tout cas. Non, mais c'est surtout que... Ben, c'est pas ton jeu de 1, c'est le jeu un peu libre à tout le monde. Puis de 2, t'as le droit à ton opinion. Si tu veux le bâcher, t'as le droit de le bâcher en maudit. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, les jeux, c'est comme, je veux dire, les jeux, c'est comme les films, comme la musique, c'est comme la littérature. Tu sais, tout le monde a ses sensibilités. Tel jeu va plus te toucher pour telle raison. Bon, c'est sûr que, selon moi, il y a quand même certains jeux que, objectivement, non, ça marche pas, là. Puis, tu sais, dans une pure pensée de qualité-prix, le prix qu'on va payer versus ce qu'on a au bout de la ligne, même si l'histoire est tripante, si le gameplay est tout buggé et t'es pas capable de jouer sans du monde, ça vaut pas le 70$ que tu viens mettre dessus, tu sais. Ah, mais j'aime ça, moi, les bugs. Je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est comme jeu expérimental. Je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Moi j'achète un jeu buggé pour le LOL. Tu sais, moi, je veux jouer puis je vais faire le LOL. Ouais, ça me fait penser à Alien Isolation. J'ai joué à Alien Isolation. Je me suis rendu jusqu'à la mission 5.
je l'ai recommencé une deuxième fois parce que le clip sonore du NPC, Non-Playable Character, embarquait pas, fait que je pouvais pas continuer la mission. Puis j'ai recommencé la mission une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, puis là j'ai pété ma coche, parce que la mission elle dure quand même une demi-heure, puis c'est à la toute fin que ça load pas. Puis le jeu a gagné le prix pour le jeu de l'année, je pense, chez IGN, ou pas loin de là, ou je me rappelle plus trop quoi. Pas IGN. Pas IGN, ben c'est un autre d'abord, je me rappelle plus c'est quoi exactement, quelle franchise, là. Mais, oui, c'est le jeu de l'année, mais il y a tellement de bugs dedans que une chance sur 4, tu passeras pas à travers du jeu parce que tu peux juste pas continuer. Ouais, mais dis-toi une chose. C'est pas le jeu de l'année. Non, mais il y a eu le titre parce qu'ils voulaient le donner à Assassin's Creed Unity, mais ils ont juste pas été capables de jouer sur PC, ils roulaient pas, fait qu'ils se sont rabattus au deuxième choix. T'aurais bien voulu, là. Mais tu sais, c'est ça. Il nous donne un produit qui est tout pété, puis on devrait juste accepter, puis dire, tu sais, on est rendu là, où ce qu'on nous donne un produit tout pété, puis on est supposé juste dire, ok, je vais l'acheter, puis... C'est la mentalité typique des studios AAA ces temps-ci dans le jeu vidéo. On va rusher un jeu, c'est pas grave s'il est buggé, parce que de toute façon, nos infrastructures t'offront pas le Day One, de toute façon. Puis après ça, on va sortir un patch le lendemain pour tout patcher. Puis après ça, on va faire du troubleshooting au fur et à mesure que les joueurs vont jouer, puis ils vont sortir des vidéos sur Internet pour dire à quel point que le jeu est buggé. Mais c'est notre responsabilité en tant que joueur de pas l'accepter, tu sais. Voilà. Ben, si on l'accepte, on fait comme dire, bon, ben c'est correct, là. Continue à prendre mon cash, puis moi, je vais continuer à te le donner, tu sais. Ben, juste la manie d'aller acheter un jeu quand il sort. Ben oui. Tu sais, on devrait attendre en tant que consommateur toute la gang, là. Pas y aller toute une shot puis faire monter les chiffres aux gens. Puis... Je te dirais, dans cette veine d'idée-là, c'est pour ça que moi, je maintiens une mentalité, un discours, que le marché du jeu vidéo, il est beaucoup plus sain sur le PC, malgré qu'est-ce que le monde y pense, là, parce que beaucoup de monde disent que le PC, c'est une forme qui est piratée, puis toutes ces affaires-là, puis que... Non, c'est les gens qui sont pas sains sur PC. C'est encore drôle. C'est à cause que, en fait, qu'est-ce qui arrive? Le phénomène, moi, on a baptisé le phénomène du piratage responsable. Je vais expliquer dans le principe que oui, sur PC, il y a du piratage de jeu. C'est comme quand il y a le jour 1 qui sort, le jour 1, généralement, les joueurs PC vont downloader le jeu de façon illégale pour y jouer. Mais si le joueur a vraiment apprécié le jeu, généralement, il va le racheter, mais sur Steam, lors des ventes de Steam. Donc, non seulement il n'encourage pas l'industrie du Day One de sortir un jeu tout pété, mais en même temps, il décourage pas l'industrie du jeu vidéo parce qu'il finit quand même par acheter le produit. C'est juste qu'il attend qu'il patch et qu'il baisse de prix. Contrairement au marché de la console, que si tu pirates ta console pour jeu gravé, t'achètes plus jamais de jeu parce que t'es banni du 3 quarts des fonctionnalités en ligne. Fait que ça te tente pas de payer un jeu 70$ si tu peux pas en profiter. Fait que ça, c'est justement un phénomène typiquement PC qui s'est finalement fondé avec la venue de la dématérialisation du produit. Un tournant qu'un jour le marché de la console va devoir prendre, mais qu'il prendra pas parce que les joueurs console connaissent pas cette réalité-là. Et vous savez, les gars, il y a quand même un parallèle à faire entre le modèle économique des grands studios de cinéma et le modèle économique des studios de jeux vidéo aussi, tu sais. De plus en plus, et là... la mode a l'air de... En tout cas, je sais pas si c'est parti pour changer. Ça a pas l'air d'être parti pour ça, mais... Tu sais, les studios de cinéma, on arrive avec nos gros sabots souvent l'été, avec les blockbusters qui coûtent 200 quelques millions en production. Puis après ça... Ça, c'est un petit blockbuster en passant. Là. Ça, c'est minime. Non, c'est ça, mais tu peux... C'est rien, 200 millions à cette heure. Tu peux monter encore plus. Et là, tu as des studios que, pour un film, vont se mettre en danger financier. Et si c'est dangereux ce modèle économique-là, puis c'est très vendu. En fait, tous les gros studios d'Hollywood font ça. Puis là, s'ils veulent avoir, justement, s'ils veulent rentrer leur argent et pas avoir de problèmes financiers, il faut qu'il y ait un minimum d'entrée et de profit avec ce genre de film-là. Disney a eu des problèmes, entre autres avec Lone Ranger, là, il y a 2 ans, je pense. Un pas ouais, ils ont failli... Un pas pire bid au niveau du box-office en salle. Mais là, on a le même problème avec les grands studios de jeux vidéo, avec justement cette mentalité-là de nous sortir des jeux à 70$, puis en plus, il y a des compagnies avec les consoles de nouvelle génération qui parlaient de pouvoir peut-être mettre des bâtons dans les roues de l'industrie du jeu usagé.
Mais là, tu sais, ils tiennent à leur modèle économique, mais le problème, c'est que ça peut plus suivre. Surtout avec la qualité des produits qui nous sont proposés. Justement, Day One, avec à 70$, ils sont ultra buggy, souvent qu'on peut pas jouer la première journée parce que problème de serveur, les bugs et tout. C'est que, tu sais, malgré le fait qu'on l'industrie du jeu vidéo critique énormément les pirates, ceux qui veulent vendre justement en usager et tout, ben ils devraient peut-être justement repenser leur modèle économique. Tu sais, l'industrie de la musique a des problèmes présentement parce qu'ils n'ont jamais voulu remettre en question leur modèle économique. Puis là, présentement, la façon de faire de l'argent, faire de la musique présentement, c'est de faire des shows et de se propager par Internet. L'ancien modèle de vendre des CD, ça marche plus, mais l'industrie a vu ça trop tard présentement. J'ai l'impression que l'industrie du cinéma et l'industrie du jeu vidéo vont frapper un mur dans les prochaines années avec ce genre de comportement-là, ces modèles économiques-là. Le pire, c'est qu'on voit le mur. L'industrie du cinéma tire vraiment de la patte, là. Ouais. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Vincent? Je veux juste dire que, tu sais, le pire, c'est qu'on voit le mur au loin. On le voit maintenant. On a réalisé avec l'industrie de la musique que, justement, c'est dangereux de faire de la business de cette façon. Sur Twitter, j'ai fait comme une genre de grosse guerre entre Vincent Gouzeau et du Trisac. Puis là, je suis passé sur... sur un site de patinage qui s'appelle La Clique du Plateau. Ah ouais. Vincent Fugère, c'est le premier tweet en haut, puis ils m'ont tweeté tout le long de la conversation. C'était assez très drôle. Gouzeau, il est un petit peu marrant. Non, mais tu sais, de son côté, je peux comprendre parce que lui, lui, il veut faire de l'argent, point barre. Il faudrait arrêter de penser, et ce serait hypocrite de sa part de dire qu'il est là pour faire la promotion de la culture puis du cinéma québécois, parce que lui, selon lui, tout le cinéma québécois est un cinéma de pleurnichards, de dépressifs et tout. Oui, il y a des films comme ça, puis oui, c'est des bons films pareils, même si Colin, ça bouge des affaires en dedans, puis c'est pas toujours joyeux. On s'en fout de ça. Mais avec une mentalité comme ça, que ce soit au niveau du cinéma avec Vincent Gouzeau, ou que ce soit tout ailleurs, là, dans les gros les studios, les gros studios de cinéma, ou que ce soit à la télévision, ou que ce soit en littérature ou au cinéma, en musique, peu importe, quand le mainstream nous dit « Ouais, mais les autres, ça vend pas », ben, savez-vous pourquoi ça vend pas? Parce que vous en faites même pas la promotion. Les gens ne le connaissent pas. Les gens ne sont pas, ils sont pas exposés à tout ça. Moi, je te garantis que là, si les gens sortaient un peu de leur radio commerciale, sortaient de leur cinéma Odéon, puis allaient voir les cinémas d'auteur un peu, tout le monde trouverait son compte. T'es pas obligé d'aimer tout ce qui se fait, là. Mais tout le monde peut trouver son compte dans ce qui se fait de plus underground ou juste de pas ultra populaire, tu sais. Moi, ça me fâche d'entendre des gens qui disent que... Je suis totalement d'accord avec toi, là, puis ça me gosse parce que, tu sais, même moi puis M. Popcorn, là, on se pogne un peu là-dessus parce que, tu sais, si tu chiales que les films de cinéma de super-héros sont pas bons, ok, c'est cool, mais t'as pas vu un film de Xavier Dolan pis tu me dis tu vas jamais en voir un quand le gars est adulé par toute sa planète, tu sais. Il y a de la qualité là, puis peut-être qu'on peut se surprendre à aimer quelque chose qui nous ressemble pas des fois, puis peut-être que ça peut même modifier notre ADN un petit peu. C'est ça l'art, là, c'est ça le cinéma, c'est ça la musique. Ouais, mais... Écouter quelque chose qui va te changer. C'est ça, on va recommencer le débat, là. Moi, personnellement, j'ai essayé d'écouter un film de Xavier Dolan, mais je suis pas capable. Ça me rentre pas dedans. T'as le droit. J'ai juste le goût de péter ma télé, puis vu qu'elle m'a coûté 1000$ parce que c'est une 50 pouces, ben, je veux pas péter ma télé, ok? Fait que je vais juste écouter d'autres choses à la place. Mais ça, c'est mon droit. Ben oui. Mais je suis pas en train de dire que écoutez pas du Xavier Dolan, c'est pas bon. Non, c'est ça. Non, vous avez le droit d'aimer ça, mais j'ai le droit de pas aimer ça. Tout à fait. Ben, au moins, toi, t'as essayé. Tu t'es tenté de le faire. Moi, quelqu'un dit, moi, Xavier Dolan, je l'ai vu à TV, m'intéresse pas. Je dis, ouais, mais là, boys. La coupe de cheveux bizarre. C'est ça, tu sais, c'est pas ça la question, là, tu sais. Ouais, mais tu sais. Si tu dis ça avant pis tu regardes les 30 premières minutes pis tu dis c'est le petit Chris qu'il y avait à la télé, là, je pense que aussi c'est la même chose, hein? Oh oui. Non, totalement. Mais j'ai totalement le droit de je veux dire, moi, ce gars-là, visuellement, puis en fait d'audition, là, me tape sur les nerfs. Puis c'est une partie du fait que pourquoi je suis pas capable d'écouter ses films, parce qu'il est dedans.
Puis, je veux dire, c'est mon droit, je suis pas capable. Je suis pas capable non plus. Le gars qui joue dans un crabe dans la tête, je me rappelle pas de son nom. C'est un super bon acteur, mais je suis pas capable de le sentir. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que oui. Mais je suis juste pas capable de le sentir. Tout ce qu'il fait, je trouve que c'est pas bon. Mais c'est un super bon acteur. Puis je l'ai vu faire une couple de trucs super bons. Mais écoute, je le regarde à l'écran 15 minutes, puis j'ai les yeux qui saignent, j'ai le goût de me battre. Non, mais tu sais, au moins t'as une opinion. C'est tout. Je veux dire, t'as essayé des trucs. Ça, c'est correct. Mais moi, je peux pas recevoir la critique de quelqu'un qui n'écoute que des films d'Hollywood. Il va dire, ah, cinéma québécois, pas yard. Mais tu sais, je veux dire, au-delà de Bob Gratton, là, va écouter Louis Cyr, ok? Va écouter Louis Cyr, qui est comme sûrement le meilleur film québécois des 10 dernières années, là. Facilement, même, là. Ce qui est un film merveilleux. Puis je veux dire, tu peux pas me dire que c'est un mauvais film. Ben non. Oui, tu peux, mais je veux dire, j'ai le droit de trouver que t'as tort en esti. Ah oui, tout à fait. C'est un excellent film. Tu vois, moi, mon film québécois préféré, ça s'appelle Gaz-Bar Blues. Ouais, c'est bon ça. Ouais, oui. Louis Bélanger qui a réalisé ça. Moi, je suis un grand. Moi, ce film-là, je le réécoute souvent parce que, tu sais, c'est Ligue du vieux poil, du monde dans un, tu sais, qui font du social dans un gaz-bar. Puis c'est juste, tu sais, le quotidien. Moi, je trouve ça, mais vraiment, vraiment intéressant, ce genre de vision-là. Puis Louis Bélanger, je trouve qu'il fait une belle job de réalisation aussi. Mais il y a plein d'autres films québécois, tu sais, moi. Louis Cyr. Ben, le guide de la petite vengeance, qui est un petit film merveilleux. Je veux dire, c'était écœurant comme petit film. Il avait été descendu par la critique pas mal, mais j'ai bien. Moi, j'ai apprécié. J'ai bien aimé. Oh, oui, moi aussi. Ouais. Tu sais, si tu regardes Monica la mitraille, qui a été super bon aussi, de plein de films qui étaient vraiment bons, mais sont pas popularisés. Parce que sont souvent éliminés par les films des gros box-office. Ben oui, c'est ça. Puis on préfère vous présenter Avengers que Louis Cyr. C'est ça. Puis je trouve ça ridicule de ce côté-là. Ouais. Mais... Je pense qu'il y a quand même un problème de qualité dans le cinéma québécois. Je pense. Dans ceux qui mettent le pognon dedans, là, comme genre des films là, le Midi Vierge, là. Bad Cop. Mais bon, comme Bad Cop 1, c'était le fun d'avoir un film comme ça ici, parce que c'était la première fois, mais je veux dire quand... Ouais, mais il y a l'autre aussi, de père en ouais, c'est ça. Ces hosties de films-là... là, me tirer une balle, là. On va s'entendre. Tu sais, côté critique, c'était un peu pas tellement bien réussi. Mais... fait que tu sais, il y a de quoi. Il y a un film, soi-disant, qui est sorti il y a pas longtemps, là. Un film populaire, là, c'est... je suis allé le voir en screen test, là, il y a longtemps, c'est... avec les trois gros acteurs, là, Robin, puis le Dodu, puis Michel Côté, là. Ça vient de sortir, là. Oui, attends un peu. Ouais. C'est un écrivain, là. Ben, c'est 3 écrivains, là. Ouais, je l'ai vu. Les maîtres du suspense. Voilà. Ouais. Les maîtres du suspense. Ça, je suis allé le voir en screen test cet été, là, ça fait longtemps, il vient de sortir au mois de décembre. Mm-hmm. Puis c'est un bon petit film québécois, mais c'est pas un film, c'est pas un bon film, là. Mais entre ça, puis aller voir une comédie romantique qui vient de sortir d'Hollywood, non, c'est ça. Je veux dire, le film québécois est meilleur, mais tu vas aller voir la comédie romantique parce que t'as des posters de 40 pieds dehors, puis t'as des affiches dans le métro, puis la bande-annonce te passe 50 fois par jour sur Facebook. Non, c'est ça. Mais pour les médias québécois, on fera jamais ça, parce que non, ça vaut pas la peine. En même temps, nos meilleurs directeurs, ils s'exportent. Hein, je sais pas si vous avez vu Dallas Buyers Club, là, c'est vraiment un fucking film. Mais tu sais, les grands Manitou du cinéma, là, que justement comme Guzzo, là, qui nous disent que tu sais, c'est pas populaire, ça vend pas, vous en donnez pas, tu sais, c'est l'hypocrisie, là, vous en donnez pas d'exposure au cinéma québécois. Donnez les mêmes moyens au cinéma québécois financièrement là, que le cinéma américain, là. Tassez-vous de là. C'est purement une question de marketing, là. Je veux dire, après ça, tu sais, on dit, ouais, les Américains, c'est plus populaire au Québec. On est 7 millions au Québec. Ils sont 8000 fois plus que nous autres aux États-Unis. Puis on se demande comment ça se fait que leur marché est dominant. Faut vraiment être crétin, pour essayer d'opposer ça en ligne directe. Moi, à chaque fois que j'entends des arguments comme ça, je trouve ça aberrant et d'une malhonnêteté intellectuelle crasse. Je suis vraiment d'accord. Ça a juste pas d'allure.
Puis tu sais, mettons, le pire film au box-office qui a, mettons, été Expendables 3, qui a fait 21 millions au total, a fait plus d'argent que Louis Cyr a fait en 4 mois au cinéma, puis qui est 4 millions de dollars en fin de compte, tu sais. Mais c'est sûr que t'as pas le même marché, t'as rien qu'à côté ça, tu sais. Fait que c'est pas... je vous dis même pas comparable, mais il y a pas... Justement, on back pas les Québécois. Mais c'est parce que quand on essaye au Québec, vu qu'on n'a pas le marché qu'il faut, ben évidemment, on y va avec les subventions publiques. Et là, les subventions publiques, hein, depuis quelques années, mauvaise presse, faut pas financer... Ben oui, c'est sûr, on va tuer carrément notre industrie parce qu'on est 7 millions versus je sais pas combien de fucking millions au sud de nous autres, puis parce qu'on n'est pas capable de rivaliser dans un modèle de libre marché, autant au niveau économique que culturel, ben on va se tasser, tu sais. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Non, c'est ridicule. Mais ça me fait penser, mettons, à Ken Scott, qui a fait Starbuck au Québec. Puis qui a vraiment été un film qui a quand même super bien marché. Il a vendu son scénario aux États-Unis, à je me rappelle plus quelle boîte de production. Ils ont quadruplé son budget pour faire le même film. Quadruplé le budget, puis c'était même pas une question, eux autres, c'était comme non, ça te prend 4 fois ce budget-là pour aller faire le même film. Les Américains back nos créateurs québécois pour le même film. Ah oui? Ah, puis même pour... Puis nous autres, on n'est pas capable de faire ça, tu sais. Ouais, puis même pour des créations originales, tu sais. C'est ça qui est là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que ça prouve aussi, ce qu'on fait au Québec avec les budgets qu'on a, c'est qu'on a des artisans, mais fichtrement débrouillards, là, et talentueux pour réussir à nous faire des films que ben des places seraient pas capables de faire avec les budgets qu'on a, tu sais. Ouais. C'est on est difficilement comparable. C'est difficile de comparer le Québec face au cinéma de d'autres endroits au monde. Là. Parce que c'est ça, on est dans un drôle de climat. On est vraiment moins, mettons, que dans les pays scandinaves. On est-tu vraiment moins? On est vraiment moins. Hein? Ce sera à vérifier, là, mais tu sais, t'as des pays. On est plus beau. Ça, c'est sûr qu'au niveau de la superficie, il y a plus de place, là. Mais c'est... Non, c'est aucunement comparable, tu sais. Puis... Moi, c'est quelque chose qui me rentre pas dans... Puis ça, c'est au-delà du cinéma québécois, c'est tous les styles de cinéma, tu sais, souvent, j'écris dans le Peuple de Lévis une chronique par mois à Lévis sur, justement, les univers geeks, puis plein de patentes, puis là, j'ai comme eu un blitz cinéma à l'automne, j'ai fait 3 chroniques back-à-back sur le cinéma, j'en ai fait une sur le cinéma d'animation. Là, tu sais, ça s'est ouvert, le cinéma d'animation, avec, tu sais, les Pixar et autres de ce genre-là, avec le cinéma 3D d'animation. À cette heure, les adultes, ils trouvent leur compte, mais en fait, les adultes, ils auraient toujours trouvé leur compte s'ils avaient pris le temps d'écouter des films. Gros fan d'animation japonaise, ça fait longtemps que j'écoute pas des nouveaux trucs, mais mes classiques, ça m'a jeté sur... Il y a des films là-dedans qui m'ont jeté sur le cul et qui me jettent encore sur le cul. C'en est un, ce style de cinéma qui est souvent amené de façon péjorative parce que c'est des dessins. Puis évidemment, les dessins, c'est juste pour les enfants. Ça, c'est ridicule. Hein? Ouais. Tu parles de Princesse Mononoke, Porco Rosso, House Moving Castle. Je te mets au défi de... Ouais, c'est ça. Je te mets au défi de mettre un enfant qui écoute ces films-là puis qui te fasse une explication profonde de pourquoi, en fin de compte, elle se battait contre la théocratie pis ces affaires-là. Non, tu sais, c'est des films extrêmement adultes, avec une pensée adulte, faite pour les adultes. Mais vu que c'est des dessins, mais en même temps, un enfant peut quand même écouter des films de Miyazaki et y trouver son compte aussi, tu sais. Il y en a pour tout le monde, mais c'est juste que Miyazaki l'a fait avant les Pixar et Disney de ce monde, tu sais. Ouais, c'est certain. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a différentes couches puis différentes profondeurs dans les mêmes films, mais à cause que les enfants peuvent trouver leur compte là-dedans, c'est pas bon pour les adultes. Tu sais, ça, c'est... Ouais. Non, c'est ridicule, cette façon de penser-là. Là. Ça, c'est se fermer complètement à découvrir de nouvelles choses. Chose qui arrive souvent, tu sais, puis c'est ça. On revient à la conversation du début. Quand tu consommes plein
de merde, tu te laisses pas de la place pour consommer des vraiment belles choses. Non, c'est sûr. Puis moi, je comprends pas le gars qui va me dire que j'ai jamais vu Porco Rosso, mais qui a écouté toutes les émissions d'Agents of S.H.I.E.L.D. puis qui est en train d'écouter Agent Carter. Je veux dire, tu perds ton temps, puis à mauvaise place, le gars, là. Oh, oui. Tu sais, ça, je comprends pas, cette mentalité-là, puis moi, j'essaye de ben, à vrai dire, je tape le monde qui me dit ça, puis je les frappe, Oh, oui. puis des fois, ça va jusqu'au sang, puis je m'arrête pas, parce que c'est ridicule, puis ça sert à rien, puis il faut juste continuer, puis si collectivement, on est capable de tout taper dessus, mais peut-être qu'il va arrêter. Ouais. Peut-être, mais ça, c'est pas ça. Le manque flagrant de curiosité intellectuelle, ça nous tue en tant qu'individu, en tant que citoyen aussi. Tu sais, c'est pas juste au niveau de la culture. Tu sais, on va à chaque 4 ans, on dit on va aller voter, mais ça va toujours être les mêmes. Pourquoi c'est les mêmes? Parce qu'on vote tout le temps pour les mêmes, parce qu'on n'est pas informé, qu'on n'a pas de critique, on n'est pas capable de faire une critique politique soi-même qui a 2 cents de valeur, parce qu'on regarde les médias de masse, on s'en tient à ça, puis souvent, une personne va pas aller voir 26 000 sources. Là. Moi, je code TVA, c'est vrai, ça finit là. Pour prendre un exemple, ça peut être Radio-Can ou whatever, mais... Quoi, là, tu vas me dire que c'est pas vrai, TVA, là? Pendant tout mon temps, là, je pensais que c'était vrai. Ben, je te l'apprends ce soir, Andrew. TVA, ben, c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est pas juste ça. Il n'y a pas que TVA. Mais moi, je me fie souvent... Denis Lévesque! Oh! Hey, d'ailleurs, Denis Lévesque, t'as-tu écouté une émission complète? Non. Ben oui, quand je suis plus jeune, j'écoutais des émissions complètes, oui. Ouais, moi, j'ai écouté une émission complète qui est ce qui fait à LCN. À un moment donné, j'étais chez ma mère. Et j'aime beaucoup ma mère, mais il y a souvent TVA qui joue, puis LCN en fond. Puis un après-midi, j'étais chez elle, puis je sais pas ce qu'on attendait. Puis à TV, il y avait Denis Lévesque qui parlait avec une sœur qui parlait de sa vie, une bonne sœur, une nonne, qui parlait de sa vie sexuelle extravagante. Puis l'autre moitié de l'émission, c'était Paolo Noël. Hey, c'est en face, là. Je l'ai écouté au complet parce que moi, j'aime ça. Des bons skits de même, là. Ben oui. Des shows préparés d'avance comme Denis Lévesque. Là. Je vais l'écouter au complet sans faire. J'arrête pas de chialer contre ça. Je vais écouter une émission au complet puis je vais m'en faire une idée. Finalement, j'étais quand même assez doux avant que j'écoute une émission complète. C'est insupportable. Je trouve ça. Me fait capoter. Tu sais, les freak shows qui se présentent à cette émission-là, tu te dis, je peux pas croire qu'il y a un recherchiste à cette émission-là qui est très sérieux en appelant personne qui raccroche en disant, ça va faire de la bonne TV. Non, il raccroche puis il fait on va le ridiculiser, ça va être mémorable. Non, mais tu sais, quand j'entends Denis Lévesque après dire non, je fais de la télé pour le petit peuple, pis nanana, pis. Arrêtez, là. Arrêtez. Non, il ridiculise ce qu'il fait, là. Ah ouais. Non, il ridiculise carrément ce qu'il fait. Je veux dire, moi, la seule personne qui est pire que Denis Lévesque, c'est ceux qui invitent. Pis ceux qui sont pires que ça, c'est ceux qui l'écoutent. Je veux dire, pourquoi t'écoutes ça? T'es-tu maso? Flagelle-toi à la place? Je veux dire, y a pas de... T'imagines-tu si Moi, je trouve ça ridicule. Ben oui, si une chaîne de télévision donnait une heure à un animateur qui a du bon sens, avec 1 heure de vraie TV d'interview avec des gens intéressants. Parce que le format TV au Québec, en Amérique du Nord, c'est des entrevues de fond, là. C'est des émissions spéciales. Il n'y a rien de régulier, vraiment, tu sais. Avoir une émission d'1 heure, disons, où tu parles à 2 personnes, une demi-heure chaque, là, de ce qu'il fait dans la vie. Pour vrai, là, tu sais, invité, à la place d'avoir un reportage à chaque année, là, sur le va-vite, là, au téléjournal, là, pendant Otakuton puis Comic-Con, dire « Ah, ils sont bien drôles, ils sont costumés, puis tu sais, il y a des BD. » Tu sais, pourquoi ça te tente pas d'inviter, tu sais, un des organisateurs de l'événement pendant une demi-heure puis parler de la culture geek, culture... Fait que toi, tu dis ça des comics, c'est ça? C'est des comics, c'est ça? Mais c'est des comics, c'est ça? Des biquettes. Moi, je lisais des archis quand j'étais petit, oui. Puis je lis ça aux toilettes, puis c'est bien drôle. Je comprends ça, moi, les comics. Mais c'est pour ça que, tu sais, que nous autres, à la puissance maximale, c'est ça qu'on fait. On a 2 heures de talk radio, on a de la musique à travers, mais on a 2 heures pour parler de nos sujets. Tu sais, qu'on fait une critique de jeu, ça dure pas 5 minutes, puis on s'en va à la pause, puis on en revient avec un autre jeu. Ça dure 15 On ne critique pas le lendemain non plus. Ouais, c'est ça. On prend le temps de jouer avant de le critiquer. Ouais, non, je comprends ça.
Ben ça, tu vois, ça c'est correct. Mais encore une fois, si le jeu est pas bon, prends pas le temps d'y jouer, parce que ça sert à rien de le critiquer. Je veux même plus parler des jeux. Ça fait trop longtemps que je parle de Murdered Soul Suspect. Je veux plus en parler, parce que ça vaut même pas la peine d'être mentionné. Si le jeu vaut pas la peine d'être joué... Mon opinion. Vas-y. Hey, ça m'a traumatisé, ce jeu-là. Genre, traumatisé, là. C'est comme, pour moi, je sais pas à quel point, je sais pas comment que ça a été vu, là, dans les critiques, mais c'est comme l'effigie de la tombée du jeu vidéo, genre. Tout est présent dans ce jeu-là, là. Non, mais le pire, c'est que généralement, les critiques de jeu, à part quelques fois là, que Michael en teste, il y a beaucoup de critiques que c'est moi qui ai fait au niveau du jeu, là. Tu sais, critiquer un mauvais jeu, je vois pas ça comme une mauvaise, comme une perte de temps, c'est sûr, je vois ça comme une perte d'argent parce que j'ai acheté un jeu que je trouve de la merde, là. Mais donc, ça pour dire que, tu sais, je fais quand même un discours nuancé de la chose, mais la chose que moi m'écoeure le plus quand je fais de la critique, c'est que, tu sais, je teste le jeu sans rien checker sur Internet à savoir, tu sais, c'est quoi qu'ils ont donné. Tu sais, je veux rester le plus impartial possible. Puis une fois que j'ai fini de faire mon premier jet de critique, je m'amuse pour le fun à aller voir sur Internet les critiques que les autres ont faites pour voir est-ce que je suis complètement dans le champ ou est-ce que ça se tient, tu sais. Puis moi, la chose qui me désole le plus et qui me fâche, c'est pas tant qu'un studio sorte un jeu bâclé. Moi, c'est qu'est-ce qui me fâche, c'est un studio qui sort un jeu bâclé et qui mette un embargo sur les critiques. Qui attendent que le jeu sorte avant de pouvoir que les médias sortent les critiques. Ça me fâche. Ouais. Ça me frustre parce que, tu sais, au final, nous autres, on prend le temps de tester le jeu, puis tu regardes le média régulier, il sort la critique en même temps que toi parce qu'il y a eu un embargo, puis là tu fais, ok, le jeu était vraiment de la merde, puis le studio il le savait, puis il s'en cachait même pas, là, ils ont mis un embargo sur la critique. Ou encore pire, ils envoyaient pas de copie du jeu, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, ça c'est pas backer ton produit du tout, là. Non, ben tu sais, c'est... Je veux dire, tu te laisses même pas une chance, mais... Tu sais, tout dépendant du jeu, moi je trouve ça ridicule. Comme Murdered Soul Suspect, il aurait pu faire le jeu de 1000 façons différentes, puis il y en avait 999 qui auraient été mieux que ça. Puis ça, c'est peu dire, tu sais. Puis ils l'ont backé le jeu, puis les critiques, pour la plupart, ont backé le jeu aussi. Mais le jeu, je veux dire, après ça, les critiques de la première semaine étaient bonnes. Deuxième semaine, troisième semaine, là, c'était horrible, c'était le pire jeu au monde. Non, je comprends pas les critiques là, de la première semaine. En plus, tu parles de ça, là, puis ça soulève aussi un autre problème qu'il y a avec le média du jeu vidéo. C'est la relation malsaine que certains médias entretiennent avec les éditeurs. Tu sais, comme un exemple, nous autres, sur Maximal, on est 100% indépendants. Les jeux qu'on critique, c'est des jeux qu'on a achetés avec notre argent. On est au même niveau que le consommateur. Hein. C'est pas un studio, c'est pas Ubisoft qui m'envoie une copie d'Assassin's Creed. J'ai acheté le jeu avec ma propre argent. Mais les sites comme exemple GameSpot, exemple, eux, ils se font inviter à des soirées par les éditeurs pour tester le jeu. Généralement, ces soirées-là, c'est pas dans une auberge à 39,99 de la nuit. C'est dans un gros hôtel avec la salle de bal, les petits mannequins là, qui passent les petits fours, puis là, il y a de l'alcool, ils te donnent du champagne, tu testes le jeu rapidement pour te faire une première impression. Là, tu as une réaction positive, l'éditeur, il dit « Je t'envoie une copie à la sortie », là, tu reçois le jeu. Là, le site de nouvelles, il reçoit ça, là, il teste ça, il fait « Man, c'est mauvais ». Il veut pas bâcher le jeu, parce que s'il bâche le jeu, l'éditeur va dire comme « Hey, écoute, la prochaine fois que je fais une soirée pour le preview du jeu, ben, pour toi là dans le derrière, tu sais. » Puis ça, justement, il y a même certains youtubeurs qui étaient dans des médias de masse, comme exemple Usul, pour ne pas le nommer, qui avait justement fait un coup de gueule justement dans une de ses vidéos qui était Usul 3615. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la série, je vous recommande vraiment d'aller chercher Usul 3615. C'est une excellente série critique sur l'industrie du jeu vidéo, puis avec un petit saveur philosophique en même temps. Je trouve ça merveilleux. Mais il a fait un petit coup de gueule justement sur cette relation malsaine-là que le média avait avec l'éditeur, puis ça lui a coûté sa job à jeuxvideo.com. Oh wow. Mais... Ben ça, c'est avoir une colonne, ça. Oh, ça oui. Au moins, tu payes le prix de tes convictions, mais tes convictions, t'en es fier. Ouais. T'sais. Mais Usul, c'est... Mais souvent, tu parlais de GameSpot.
Puis ça me fait rire parce que GameSpot, moi j'ai arrêté de suivre toutes leurs critiques puis tous leurs chroniqueurs il y a quelques années parce qu'il avait sorti une critique d'un jeu puis il avait sorti je pense à 8.5 ou 9 puis moi je le considérais comme étant un 2 maximal. Je me rappelle même pas du jeu tellement que c'était mauvais. Puis j'ai arrêté de les suivre parce que c'est là que j'ai réalisé que c'était des critiques qui étaient en fin de compte payées, je pourrais dire, en dessous de la table. En fait, fais-moi une bonne critique puis... Il y a un mythe dans l'univers des médias qui dit que l'éditeur paye le journaliste pour donner une bonne note. Mais c'est justement qu'est-ce que Usul a critiqué dans son vidéo où il dit faut que vous oubliez l'idée de l'éditeur qui dit je me pointe à ton bureau, voici un chèque de 2000 $, donne-moi un 8 sur 10. Il dit c'est plus subtil que ça. C'est vraiment dans l'optique, on t'envoie des jeux, on t'envoie des goodies, on t'invite, voyage, dépenses payées à venir tester le jeu dans le studio. Tu sais, c'est vraiment au niveau matériel. Puis la relation malsaine, c'est que le média veut l'exclusivité, veut la nouvelle, recherche la nouvelle. Puis l'éditeur, il a même pas besoin de payer. Il a juste à dire, regarde, je te reçois dans un hôtel 4 étoiles, puis tu passes la semaine ici, payé par le studio, teste le jeu. Après ça, retourne chez toi. T'sais, en tant que journaliste, le gars, il peut pas arriver puis dire « Ah non, c'était mauvais », puis il s'est fait payer une semaine, toutes dépenses payées, genre à Las Vegas. C'est ça l'aspect malsain. Il n'y a pas un chèque qui se dépose dans le compte, forcément. Il l'a déjà eu. Si ça serait ça serait déjà au moins ça d'acquis pour eux, là, mais c'est... Marc, ça serait moins hypocrite. Moi, sais-tu... Moi, je parle du cœur, là, pis si jamais on me fait une affaire toute dépenses payées pour aller voir Ubisoft, mettons, à Londres, parce que j'habite à Montréal, pis Ubisoft Montréal, c'est pas spécial. Attends, je vais te couper avant que tu dises des niaiseries. Moi, je suis chez Popcorn, pis je veux y aller, ok? Non, mais on va y aller. Je veux dire, si on se fait inviter, je dis pas non, moi j'y vais. Mais si le jeu est mauvais, pis mettons que c'est le nouveau Assassin's Creed, pis le jeu est mauvais, je peux pas aller contre mon... À moins que tu me donnes un chèque, là. Là, si tu me donnes un chèque, ce sera la qui a beaucoup de zéros, je veux dire... La première et la dernière fois. Je vais peut-être enlever cette vidéo-là, puis... Mais tu sais, non, il faut l'assumer. Mais tu sais, ce problème-là, c'est un problème qui se retrouve dans tous les médias spécialisés. Tu sais, des fois, tu vois des trucs de cinéma, tu fais « Ah, les boys, non, là, ça marche pas, ce film-là, ça vaut pas 4.5 sur 5 ou whatever, tu sais. » Tout ce qui est média, tu sais, tout ce qui est, de toute façon, la critique tu sais, d'art ou les critiques de cinéma, de musique et tout, tu sais, j'ai toujours eu de la misère avec ça parce que, tu sais, l'art, et encore une fois, tu sais, je me répète, l'art, la culture et tout, c'est tellement personnel, ça touche tellement des sensibilités personnelles à chacun que je trouve ça difficile et assez ordinaire de dire au monde, bah, allez pas voir ça. C'est comme une entente implicite, hein? Faut pas oublier, tu sais. Tout le cinéma ici a souvent des bonnes critiques, même si c'est de la Christ de merde des fois. Puis, tu sais, si le journaliste donne un genre de 4-5 étoiles à un film pas bon, mais ça va fueler le prochain film. Tu sais, je pense qu'ils sont quand même conscients de ça. Puis c'est un genre de handshake, même si c'est fake, même si c'est comme, tu sais... Puis autant qu'une mauvaise note peut scraper la prochaine production du même réalisateur parce que son autre film a été mal critiqué. Puis là, quand il va arriver avec son nouveau film, ben là, rappelez-vous, là, il avait fait une marde là, il y a 4 ans, là, c'était pourri. On parle-tu de Bad Fleck dans ce